Les femmes décidaient du moment des semailles. Le dourach, sorte de mil locale, cultivée encore aujourd'hui, était déjà la céréale de base des nomades des steppes et des reines de Méroé, il y a 2000 ans. De l'eau, du sel et du mil, c'est tout ce que cette femme âgée peut offrir à sa famille. La viande et les haricots sont un luxe. Dans le royaume des reines noires, les femmes régnaient également sur le foyer et le troupeau. Leur autorité était respectée. L'archéologie lève lentement le voile sur la vie quotidienne dans cette société matriarcale africaine. À l'époque, les hommes étaient chargés des travaux pénibles. Ils construisaient les palais en pierre et les huttes en briques de torchis. Au fil des siècles, les pluies ayant dissous les matériaux, les lotissements du petit peuple ont laissé peu de vestiges. Autrefois, l'existence des familles dépendait aussi de la bonne santé des troupeaux. Aujourd'hui, les bergers continuent de sillonner chaque jour les steppes en quête de quelques brins de verdure pour leurs animaux. Les préoccupations des habitants n'ont pas changé. Avoir du pain au quotidien, soigner le bétail, préserver sa santé et surtout accéder à l'eau. Ici, à 40 km du Nil, l'approvisionnement quotidien en eau exige beaucoup de patience. Pour survivre sous la canicule tout en construisant des temples, les hommes recouraient à un système éprouvé. Ici, il faut puiser l'eau litre par litre à 65 mètres de profondeur. Ce point d'eau est de tradition ancestrale. Situé à côté du site de fouilles de Karla Kreuper, il est utilisé par les Bédouins pour abreuver leurs troupeaux. « 2000 ans après le règne des Candaces, les archéologues étrangers sont arrivés pour mettre au jour les constructions antiques. Et aujourd'hui, c'est à nouveau une femme qui donne le ton. Car Karla Kreuper est le chef et les hommes obéissent à ses ordres. Schon Nusser, ist erstmal unterwegs ausgeruht oder wie? Ja. Yalla Abdelrahim, Mashi. Les relations que la femme blanche entretient avec les Bédouins lui permettent de situer les problèmes quotidiens des populations locales.
Les informations qu'elle recueille contribuent à reconstituer la vie passée. À l'aide des méthodes éprouvées de l'archéologie, Carla Kröper rassemble des faits et des informations détaillées. Elle vient de faire une belle découverte. Une inscription méroïtique. Les lettres sont connues. La traduction livre le nom du bâtisseur du temple numéro 200, le roi Amanica-Rekarem. Bien que déchiffré, le reste de l'inscription est incompréhensible faute de connaître la langue. Chaque information qui s'ajoute permet toutefois de compléter la vue d'ensemble de la société méroïtique. Okay. Me to help? Here we go. Yes. Cette femme non identifiée à la bouche sensuelle est-elle la puissante Candace du roi? Okay. Est-elle l'épouse d'Amanica-Rekarem? Exactly on. Independent and behind the cup. And just point where the cup is there. Yeah. Carla Kröper reconstitue le puzzle mystérieux morceau par morceau. Souvent, le sens d'une représentation apparaît seulement après avoir combiné différentes pierres soigneusement dépoussiérées. Carla Kröper photographie chacun des blocs. Les bas-reliefs et les inscriptions qu'ils portent sont en outre fidèlement recopiés sur papier. Les milliers de données isolées permettent de dresser une image d'ensemble, curieux mélange de culture égyptienne et africaine. Voici la toute première tentative de reconstitution du pylône du temple numéro 200. C'est une reconstitution approximative, mais les blocs intégrés appartiennent de toute façon à ce genre de scène. À l'analyse des blocs, nous avons découvert qu'il y a deux personnages. À droite, on aperçoit un bras levé vers l'arrière qui tient une épée. Il ne peut s'agir que du roi. Il a le bras levé et tue des ennemis. On voit une partie des ennemis ici. On aperçoit notamment leur tête, ainsi que le geste typique des bras levés pour implorer la clémence du roi. Entre les pieds du roi, un lion qui l'a aidé à terrasser les ennemis. Nous avions déjà sa queue et une partie de sa crinière. Cette année, nous avons trouvé sa tête. Nous ne l'avons pas encore ajoutée au plan d'ensemble. Ce fragment du bas-relief vient de révéler son sens. Ce sont les pattes du lion. Il menace les prisonniers qui demandent grâce en levant les mains. Cette représentation de puissance ressemble de façon frappante à celle de la reine Amanitor sur le temple d'à côté. Des mains qui supplient et un lion colossal. À l'instar du serpent de Djebel Barkal et du dieu Amon à tête de bélier, le lion jouait un rôle central dans la société méroïtique. Il y a 2000 ans, les lions abondaient encore dans cette région de steppe. Christian Leuben recherche dans les ruines les représentations du dieu à la tête de lion. Sur nombre de bas-reliefs bien préservés, le lion représente une divinité imposante. Son nom, Apédémak.
Le dieu lion Apédémak est une des divinités les plus importantes du panthéon méroïtique. C'est lui qui donne la vie au roi méroïtique, mais aussi au Candace, ainsi que la force d'anéantir l'ennemi. Les temples à la gloire du puissant dieu lion sont typiques de la culture méroïtique. Dans ces temples, les reines noires recevaient d'Apédémak, dieu purement africain du panthéon méroïtique, le pouvoir de préserver la vie et d'éliminer leurs ennemis. Les Candaces vénéraient tout autant Isis et Osiris que le dieu lion. L'Afrique noire et l'Égypte étaient confondues dans la spiritualité méroïtique. La puissance créatrice était une des qualités les plus remarquables des Candaces. Grâce au dieu lion, les femmes de Méroé ont érigé une communauté suffisamment puissante pour assurer la défense du royaume, tout en restant ouvertes aux influences extérieures. Les Candaces ont régulièrement enrichi la culture locale d'apports étrangers. Une telle ouverture a certainement contribué au maintien de cette civilisation durant 7 siècles. L'architecture des édifices est un composé de styles égyptiens, méroïtiques et parfois même hellénistiques. C'est fascinant de constater que les maîtres d'œuvre méroïtiques semblent avoir adopté ce mélange post-moderne de différents styles, sans que cela leur pose le moindre problème. Les reines noires de Méroé, qui se firent inhumer dans ces pyramides, étaient des souveraines à la personnalité marquée, capables de défendre leurs terres et leur peuple. Comme tous les royaumes du Proche-Orient, le royaume de Méroé devait constamment repousser ses ennemis. Il dut en particulier faire face aux différentes tribus chrétiennes du royaume d'Aksum dans l'actuelle Éthiopie. Dans la première moitié du IVe siècle de notre ère, ces tribus ont donné le coup de grâce aux cités méroïtiques. Ces cités étaient déjà affaiblies par les assauts répétés des tribus nomades qui sillonnaient la région. Pour dévoiler tous les mystères de cette haute civilisation, il faudra d'abord parvenir à comprendre sa langue. Durant 2000 ans, les pharaons ont régulièrement attaqué le pays de Couche pour lui piller son or, ses trésors et réduire ses habitants en esclavage. Les Candaces guerrières ont rendu sa fierté à cette région opprimée de l'Afrique noire. Leur royaume était un lieu où se rencontraient les cultures égyptiennes et africaines. Ouverts aux cultures et aux religions de leurs voisins, les rois et les reines de Méroé ont combiné les éléments stylistiques de leur époque.